Bonjour à tous. Donc, comme ça vient d'être dit, j'effectue ma thèse au Centre international de recherche en infectiologie dans l'équipe transferts horizontaux de gènes chez les bactéries pathogènes dirigée par Xavier Charpentier. Et je vais vous présenter aujourd'hui très brièvement mon sujet de thèse qui s'intitule « Les amibes comme approche thérapeutique pour lutter contre les bactéries multirésistantes aux antibiotiques ». Donc, en introduction de cette présentation, j'aimerais vous poser une petite colle, une petite question. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me définir ce qu'est la sérendipité? Je vois que des non, je vois pas de oui. Oui? Non? Alors la sérendipité, c'est le fait de faire une découverte par hasard. Et un très bon exemple de sérendipité, c'est peut-être ce qui est arrivé au début du XXe siècle à ce monsieur, Alexander Fleming, qui était un médecin biologiste écossais, réputé comme compétent, mais pas très organisé dans son travail. Et un beau matin de septembre 1928, en revenant de vacances, sur une boîte de pétri sur laquelle il avait déposé des bactéries du genre Staphylocoque, il se rend compte qu'il y a une moisissure qui s'est développée. Et ce qui l'intéresse, c'est que tout autour de cette moisissure, les bactéries ne poussent pas. Il y a quelque chose qui ne leur plaît pas. Et donc il mettra en évidence plus tard que le champignon, Penicillium notatum, produit un composé qui ne plaît pas à la bactérie, un composé antibactérien. C'est la découverte des premiers antibiotiques. Donc, par la suite, avec l'intervention d'autres chercheurs, ils mettront en évidence que ce même composé est efficace contre des bactéries qui provoquent des infections de type pneumonie ou encore méningite. Donc la découverte des antibiotiques a été une révolution majeure pour la médecine et a permis de sauver des millions de vies, difficile d'estimer, mais probablement des millions. Mais cependant, on s'est rendu compte très rapidement qu'il existe des souches bactériennes, et même de nombreuses souches bactériennes, qui peuvent acquérir des résistances aux antibiotiques, à un voire plusieurs antibiotiques. Et ceci est favorisé par des échanges de gènes via des mécanismes qu'on appelle les transferts horizontaux de gènes entre différentes espèces bactériennes. De plus, l'utilisation déraisonnée des antibiotiques en médecine humaine ou animale a favorisé la sélection et la propagation de ces souches antibiorésistantes. Et aujourd'hui, il existe certaines souches bactériennes qui sont insensibles à un si grand nombre d'antibiotiques qu'il n'en existe quasiment plus qui nous permettent de les éradiquer. Donc l'OMS estimait d'ailleurs en 2017 que 700 000 décès par an dans le monde sont causés par des infections dues à des bactéries antibiorésistantes. Et si on veut être dramatique, ce chiffre est estimé à 50 millions si rien n'est fait d'ici 2050. Donc il apparaît nécessaire de développer des alternatives à l'usage des antibiotiques. Donc c'est ce qui est fait avec l'élaboration de vaccins, ou encore peut-être avez-vous entendu parler de la phagothérapie, qui est remise au goût du jour et qui est notamment bien étudiée à l'hôpital de la Croix-Rousse, pas loin d'ici. Et mon sujet de thèse s'inscrit dans le cadre de l'antibiorésistance et propose de s'inspirer d'un autre phénomène naturel. Donc pour ça, j'étudie des cellules bien particulières qu'on appelle les amibes libres, qui sont des micro-organismes unicellulaires eucaryotes qui se nourrissent et se déplacent en émettant des prolongements qu'on appelle des pseudopodes, des sortes de bras. Alors il existe de très nombreuses amibes qui ont une diversité morphologique très importante. Il y en a qui vont être plutôt allongées, d'autres plutôt sphériques. Certaines vont développer un flagelle pour se mouvoir dans des milieux liquides à certains moments. Et ce qui est intéressant avec les amibes, c'est qu'elles ont différents stades cellulaires. Alors il y a tout d'abord la forme active, le trophozoïte, qui se déplace, qui se nourrit, qui se reproduit. Et lorsque les conditions environnementales ne plaisent pas à l'amibe, trop chaud, trop froid, trop sec, pas assez de nourriture, elles sont capables de s'enkyster, de rentrer dans un état de quiescence, de dormance, c'est le kyste. Et cela, cette forme-là, leur permet de persister pendant des semaines, des mois, des années, des décennies dans l'environnement. Donc on les retrouve un peu partout, beaucoup dans les milieux aquatiques, ça va de la rivière au lac, au milieu marin, mais également dans les sols ou encore on en côtoie dans nos infrastructures humaines. Et ce qui est très intéressant avec les amibes, c'est qu'elles sont connues pour réguler naturellement les populations bactériennes dans l'environnement. C'est-à-dire qu'elles vont ingérer des bactéries par un processus qu'on appelle phagocytose. Elles vont entourer des bactéries avec leurs pseudopodes et les inclure dans une vacuole digestive et elles vont les ingérer progressivement. Et c'est ce dernier point qui est particulièrement étudié dans ma thèse, puisque lorsque je suis arrivé au labo en 2019, mes directeurs avaient émis ce constat. Il existe des amibes dans l'environnement qui phagocytent et qui éliminent naturellement des bactéries, mais est-ce qu'il n'existerait pas des amibes qui seraient capables, dans ce cas-là, d'éliminer des bactéries pathogènes et antibiorésistantes d'intérêt? Donc pour répondre à cette question, j'ai développé différents axes au cours de ma thèse. Tout d'abord, il me fallait isoler des amibes prédatrices de bactéries d'intérêt dans l'environnement.
puis étudier leur spectre de prédation. Est-ce qu'une amibe mange un type de bactérie ou plusieurs? Est-ce qu'elles sont spécifiques ou généralistes? Et enfin, c'est ce que je fais actuellement, étudier leur potentiel d'application dans un cadre thérapeutique. Donc, comme je viens de le dire, dans un premier temps, il me fallait isoler dans l'environnement des amibes. Et nous sommes partis d'échantillons de compost, provenant d'un bac de compostage du jardin de ma directrice d'ailleurs, à l'Arbrel, pas très loin d'ici. Et pourquoi un échantillon de compost? Eh bien parce que c'est de la matière organique en décomposition. Ça fait intervenir des millions de micro-organismes de tout type. Et donc il y a potentiellement énormément de bactéries, et qui dit présence de bactéries, dit potentiellement présence de prédateurs et donc d'amibes. Donc on est parti de nos échantillons de compost, et on s'est amusé à isoler des amibes prédatrices de deux espèces bactériennes, Acinetobacter baumannii et Klebsiella pneumoniae, qui sont des bactéries particulièrement d'intérêt en termes d'antibiorésistance. Et donc pour isoler des amibes, on a fait des tartines, vraiment des couches de bactéries sur un milieu gélosé non nutritif. On est venu étaler des tartines de bactéries sur lesquelles on a déposé des dilutions de notre échantillon de compost. Et ce qu'on a remarqué, c'est que très rapidement, alors ça se compte sur une semaine, on voit l'émergence de fronts amibiens, c'est-à-dire des amibes qui sont capables de digérer les bactéries qu'on leur met en présence, et elles vont évoluer progressivement sur les boîtes de pétri. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai purifié chaque amibe qui émergeait, et j'ai amplifié par la fameuse PCR, puis séquencé un morceau d'un gène qu'on appelle l'ADN ribosomique 18S, et qui nous permet de déterminer à quel genre, voire espèce, l'amibe isolée appartient. Et donc à la fin de ma campagne d'isolement, j'ai obtenu une amibothèque, un souchier, contenant 104 amibes qui avaient été isolées soit sur une espèce ou l'autre de bactéries, donc Acinetobacter baumannii ou Klebsiella pneumoniae. Et j'avais 5 grands genres d'amibes. Vermameba vermiformis et Acanthameba, qui sont des genres rencontrés fréquemment dans les sols. Et des genres un peu moins décrits, comme Tetramitus, qui est ici à l'envers, Valcampia ou Stemonitis. Et cette dernière appartient à la classe des Myxomycètes et est très proche d'un micro-organisme dont vous entendez beaucoup parler en ce moment, qu'on appelle le blob, le fameux blob qui a rejoint Thomas Pesquet dans l'espace. Et à partir de cette amibothèque, je me suis amusé à caractériser leur spectre de prédation. Est-ce que les amibes allaient être capables de manger uniquement la bactérie sur laquelle je les avais isolées, ou est-ce qu'elles pouvaient manger d'autres bactéries pathogènes d'intérêt? Donc pour cela, j'ai mis au point un test très simple qui se déroule dans des plaques en plastique qu'on appelle des plaques 24 puits, avec des petits puits. Donc dans ces plaques, j'ai coulé du milieu non nutritif, et dans certains puits, je venais déposer uniquement des bactéries d'intérêt, et dans les autres, les mêmes bactéries, mais en présence de différentes amibes. Et tous les jours, je viens récolter le contenu de ces puits, et je peux dénombrer les bactéries et donc estimer leur croissance dans les différentes conditions. Alors les résultats sont présentés ici sur cette diapositive. Alors A et B, les colonnes A et B sont deux souches bactériennes différentes d'Acinetobacter baumannii. Et la croissance des bactéries seules est représentée par les petits cercles vides et la croissance de la même bactérie mais en présence d'amibes par les petits triangles tournés vers le bas. Ce que l'on remarque, c'est que les amibes, donc là il y a différents isolats d'amibes qui sont testés, elles n'ont pas la même capacité de prédation vis-à-vis de ces deux bactéries. Il y en a qui vont prendre plus leur temps. Et ce qui est très intéressant et qui nous a sauté aux yeux, c'est qu'il y avait particulièrement un isolat, celui-ci là, Vermameba vermiformis M-2B4, qui réduisait drastiquement et en moins de 24 heures la quasi-totalité de la viabilité bactérienne. Donc je vous ai mis une petite photographie ici. Ça, c'est une boîte de dénombrement provenant d'un puits où il y avait uniquement ma bactérie. Donc je suis obligé de faire des dilutions assez conséquentes pour pouvoir dénombrer ces colonies. Et ça, c'est une boîte de dénombrement qui provient d'un puits où il y avait amibes et bactéries. Il n'y a plus du tout de colonies bactériennes. L'amibe les a complètement éradiquées. Donc on a confronté cette fameuse amibe star et d'autres isolats face à d'autres souches bactériennes antibiorésistantes, comme Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa ou le fameux staphylocoque doré. Et ce que l'on remarque, c'est une fois de plus, cette M-2B4 réduit drastiquement leur viabilité au cours du temps. Bien plus efficace que les autres d'ailleurs. Alors en testant une nouvelle technique de microscopie, on a eu la chance d'observer en direct notre amibe en train de manger les bactéries qu'on avait rendues fluorescentes, alors que c'est les petits points ici. On les avait manipulées génétiquement pour les rendre fluorescentes afin qu'elles expriment une protéine verte, de fluorescence verte, que l'on peut détecter facilement en microscopie. Et ce que l'on remarque, c'est que notre amibe est bien capable d'ingérer les bactéries, qu'elle l'intègre dans une vacuole de phagocytose
et elle se déplace bien avec ses vacuoles à l'intérieur de l'amibe. Donc, je vous ai mis ici une petite vidéo qui montre vraiment le mouvement de cette amibe dans son milieu. Donc on la voit en haut se déplacer, chercher, tâtonner dans son environnement, les petites bactéries qui sont là, qui vibrent. On la voit se déplacer entre ses camarades qui sont encore à l'état de kyste et qui dorment. Et donc on en voit une ici qui tâtonne, qui change de direction. Elle va émettre ici un long pseudopode pour aller se déplacer en haut. Donc voilà, c'est une amibe relativement active. Mais alors, deuxième question. Pourquoi cet isolat est-il particulièrement plus vorace que les autres? Est-ce que quelqu'un a une idée? La foule en délire. La foule est en délire. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que lors de nos observations en microscopie, en observant les différents isolats d'amibes à différents temps, au même temps, elles n'étaient pas toutes désenquistées, elles ne se désenquistent pas toutes à la même vitesse. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'au début de mon expérience, elles sont toutes à l'état de dormance. Et ce qu'on remarque, par exemple ici avec une Tetramitus, c'est qu'après 12 heures de co-inoculation avec la bactérie, qu'on voit ici dans le milieu, la très grande majorité des amibes sont encore enquistées, encore à l'état de dormance, à part une ici qui semble sortir de son sommeil. Alors qu'au même moment, notre fameux isolat M-2B4 est lui bien actif dans le milieu. Il est déjà en train de se nourrir, de se reproduire, de se multiplier. Donc là, ce n'est pas des Ferrari, c'est une image toutes les 10 secondes, mais elles se déplacent assez rapidement et elles ont une grande faim visiblement. Donc ces travaux ont fait l'objet d'une publication en juillet 2021 et depuis, je me suis intéressé à d'autres axes à développer, notamment caractériser certains isolats d'amibes qui étaient moins décrits dans la littérature. Donc ici, on a une observation microscopique d'un isolat de Valcampia. J'ai aussi confronté ces différentes amibes d'intérêt à des lignées de cellules immunitaires humaines pour voir si elles provoquent une grande réaction et une inflammation. Donc des kératinocytes et des macrophages. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il n'y a pas véritablement de réaction inflammatoire déclenchée par les amibes. Et actuellement, au plateau de biologie expérimentale de la souris à l'ENS, je fais des tests pour aller de plus en plus vers l'appliquer et vérifier si mes amibes peuvent être utilisées dans un contexte thérapeutique. Donc, dans un premier temps, je vérifie d'abord leur innocuité en les appliquant sur la peau d'oreille de souris. Et je regarde s'il y a une inflammation ou pas. Ce qui n'a pas été le cas. Et maintenant, cette semaine, je m'intéresse à savoir si les amibes sont encore efficaces sur un modèle murin, in vivo, en co-inoculant des bactéries de staphylocoque doré, une souche de staphylocoque doré, et des amibes. Et j'étudie si les amibes réduisent l'inflammation et sont capables d'éliminer la bactérie. Donc je voulais vous remercier à vous pour votre attention et également le soutien de mon équipe au CIRI et également l'équipe de Marc Vaucanson qui m'aide dans la réalisation des expérimentations in vivo, ainsi que le plateau de biologie expérimentale de la souris. Et puis voilà, je suis prêt pour vos questions. Merci. Avez-vous des questions? Justement, les premières expériences qui ont été menées là, sur la souris donc, sont plutôt assez concluantes. Ça a l'air de fonctionner. Est-ce que tu vas essayer sur d'autres, vous allez essayer sur d'autres petites... Après la souris, ce sera sur quoi? Alors après la souris, je ne sais pas si c'est moi qui ferai ces travaux-là. Bon, déjà, dans un premier temps, il y a une phase d'optimisation qui est assez importante. Parce que c'est des applications, alors c'est tout bête, c'est avec un coton-tige. Je viens déposer des bactéries, ça on sait que ça marche bien pour générer une inflammation. Il faut quand même appliquer plusieurs fois. Par contre, les amibes, on ne sait pas trop comment ça se comporte. Est-ce qu'elles sont piégées dans le coton du coton-tige? C'est une question toute bête. Est-ce que j'en dépose assez? Est-ce qu'il faut en ajouter encore davantage? En tout cas, dans un premier temps, l'application d'amibes ne semble pas déclencher d'inflammation. Il n'y a pas de réaction de la part de la souris, de son système immunitaire. Dans un second temps, l'efficacité pour éliminer des staphylocoques, c'était dans un premier temps mitigé. Là, récemment, depuis qu'on s'était vu la dernière fois, ça semble-t-il mieux marcher, mais on croise les doigts. J'espère que j'aurai des résultats plus concluants à l'avenir. Et puis la suite, eh bien, on verra si un doctorant reprend mon sujet. Je pense qu'il serait intéressant de tester d'autres modèles d'inflammation avec d'autres bactéries, par exemple des Escherichia coli pathogènes
et d'autres souches antibiorésistantes. Mais ça prend beaucoup de temps de développer des modèles, surtout animaux, et il faut des autorisations spécifiques, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une sur la phagothérapie. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est? La phagothérapie, c'est une vieille technique qui vient de... Ça a été découvert par un Français, Félix Derel, c'est pas moi. Et donc, en fait, c'est l'utilisation de phages, qui sont des virus de bactéries, qui sont très spécifiques de certaines souches de bactéries, et qui en fait vont se servir de la bactérie pour se reproduire et qui les font exploser. Et ce qui est intéressant avec la phagothérapie, c'est que c'est très ciblé comme processus, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut savoir précisément quelle bactérie est à l'origine d'une infection pour utiliser un phage spécifique pour l'éliminer. Donc c'est revenu à la mode avec justement l'émergence d'antibiorésistance. C'est utilisé dans les pays de l'ex-URSS depuis plus d'un siècle, notamment en Géorgie, c'est un peu les spécialistes. Et c'est très étudié à la Croix-Rousse. Je regardais encore un reportage hier soir que je vous conseille sur YouTube, où ils ont eu l'autorisation maintenant pour traiter des patients qui sont dans ce qu'on appelle l'impasse thérapeutique, qui subissent des opérations consécutives. Il y a un patient qui avait subi 50 opérations. Et il lui administre un cocktail de phages et comme par magie, il sort guéri. Donc, je trouve ça assez prometteur. Après, il y a toutes les démarches et les paliers administratifs à faire tomber, mais c'est prometteur. Merci.